Pendant 9 étés, mes parents m'ont envoyé chez ma tante pour que mon frère ait des vacances en famille. Le jour de mon diplôme, j'étais déjà dans un autre état, sans qu'ils sachent où. Ils ont mis 4 ans à me retrouver. Chaque été pendant 9 ans, mes parents m'envoyaient chez ma tante Monique pour que mon frère Antoine puisse avoir des vacances en famille. Le jour où j'ai eu mon diplôme, j'étais déjà déballé dans un autre département, ils ne savaient juste pas lequel. Il leur a fallu 4 ans pour me trouver. J'avais 8 ans la première fois que mes parents m'ont déposé chez tante Monique pour l'été. Ils m'ont dit que ça allait être génial. Tante Monique avait une librairie, un grand jardin, un chat nommé Colonel Moutarde. Ils ont fait en sorte que ça ressemble à un prix. Antoine est monté dans la voiture avec eux. Je suis resté sur le porche de tante Monique avec mon sac de sport et je les ai regardés s'éloigner de l'allée. Ma mère a fait signe depuis le siège passager. Antoine n'a même pas levé les yeux de sa console portable. C'était l'été où ils sont allés à la plage de la Lavande. Je ne le savais pas à l'époque, évidemment. J'avais 8 ans. Je pensais que peut-être ils avaient des trucs de travail ou qu'Antoine avait une sorte de camp ou qu'il y avait une raison pour laquelle je ne pouvais pas y aller qui avait du sens pour les adultes. Tante Monique était super. Elle me laissait manger des céréales pour le dîner. Elle m'a appris à jouer aux échecs et elle ne m'a jamais fait sentir que j'étais de trop. J'ai passé un bon été. Je n'ai pas posé de questions. L'année suivante, la même chose. Maman a appelé début juin et a dit, devine quoi, mon grand? Tu vas encore passer l'été chez tante Monique, comme si j'étais le chanceux, comme s'il me rendait service. Cet été-là, ils sont allés à la côte des Dunes. Je l'ai découvert plus tard par un cousin qui l'a mentionné à Thanksgiving, comme si tout le monde le savait déjà. Personne ne me l'avait dit. Personne n'y avait pensé. Laissez-moi vous donner un peu de contexte sur ma famille. Mon père, Pierre, est un directeur des ventes régionales pour une entreprise de matériaux de construction. Ma mère, Christine, est le genre de femme qui a un tableau Pinterest pour chaque fête et se soucie profondément de ce que pensent les voisins. Mon frère Antoine a 2 ans de plus que moi, et en grandissant, il était le fils autour duquel tout le foyer gravitait. Antoine avait un TDAH, diagnostiqué en 2e année. Et regardez, je ne nie pas que le TDAH est réel. C'est difficile. Cela nécessite un soutien. Mais quelque part en chemin, mes parents ont décidé que les besoins d'Antoine étaient les besoins de la famille, et mes besoins n'étaient qu'optionnels. Antoine avait besoin de structure. Antoine avait besoin d'attention. Antoine avait besoin d'activités qui le maintenaient engagé. Vous savez ce dont j'avais besoin? Apparemment, la chambre d'amis de tante Monique et un chat nommé d'après un personnage de jeu de société. Le fait est que j'étais facile. J'étais calme. Je lisais beaucoup. Je ne faisais pas de crise. Les professeurs m'adoraient. Les babysitters disaient que je ne posais aucun problème, ce que ma mère répétait comme un compliment au lieu d'une étiquette d'avertissement. Et au lieu que ce soit un soulagement, c'est devenu une raison de me mettre de côté. J'étais l'enfant qui n'avait besoin de rien. Alors, j'ai arrêté d'obtenir quoi que ce soit. Je me souviens avoir demandé une fois, j'avais peut-être 9 ans, si je pouvais venir au prochain voyage. Ma mère m'a tapoté la tête et a dit, « Oh, chérie, tu t'ennuierais tellement. Les activités d'Antoine sont vraiment plus à sa vitesse. Tu t'amuseras bien plus chez tante Monique. » Et ce fut la fin de la conversation. Elle n'a même pas fait de pause. C'était comme si elle avait répété la réponse avant que je n'ai posé la question. Quand j'ai eu 10 ans, le schéma était établi. Chaque juin, je préparais un sac. Chaque juin, mes parents me conduisaient à Rockville. Chaque juin, Antoine montait dans la voiture et allait quelque part où je n'étais pas invité. Je veux être clair, je ne détestais pas tante Monique. C'est la meilleure personne de ma famille, et je le pense sans réserve. Elle tient une librairie d'occasion dans le centre-ville de Rockville. Elle n'a jamais été mariée et elle traite chaque conversation comme si elle importait réellement. Elle m'a appris à cuisiner. Elle m'a fait découvrir Henri Dujardin quand j'étais probablement trop jeune pour cela. Et elle ne m'a jamais parlé comme si j'étais un fardeau. Au contraire, ces étés avec elle sont la raison pour laquelle j'ai bien tourné. Mais voici le problème d'être envoyé chaque été chez quelqu'un qui vous aime. Cela n'annule pas le fait d'être envoyé. Monique pourrait être le plus grand être humain de la planète, et je dirais qu'elle l'est.
Mais cela ne change pas le fait que mes parents ont choisi 9 années de suite de prendre des vacances en famille sans moi. Je l'ai compris quand j'avais 12 ans. J'étais assez doué avec les ordinateurs à l'époque. Pas du genre à pirater le Pentagone, juste assez doué pour être curieux. Et un après-midi chez tante Monique, j'utilisais son ordinateur de bureau pour chercher quelque chose et j'ai vu qu'elle était connectée à Facebook. Je n'espionnais pas. J'ai cliqué sur le mauvais onglet, mais c'était là. Le profil de ma mère, un album photo intitulé « Voyage en famille à Cap Émeraude » avec 2 points d'exclamation parce qu'un seul n'était apparemment pas suffisant pour l'enthousiasme. Il y avait 36 photos. Mon père sur la plage, Antoine sur un jet ski, ma mère en robe d'été tenant une boisson glacée, tous les 3 dans un restaurant de fruits de mer, bronzés et souriants. Une famille de 3. J'ai compté les photos 2 fois. Je n'étais sur aucune d'elles. Évidemment, j'étais à 200 km de là, mangeant des sandwichs au fromage grillé et lisant l'Abattoir 5. Je suis resté assis là longtemps. Je me souviens du curseur clignotant sur l'écran. Je me souviens du son des carillons éoliens de tante Monique sur le porche. Je n'ai pas pleuré. J'avais 12 ans et je pense qu'une partie de moi le savait déjà. Voir les photos n'a pas créé le sentiment, cela lui a juste donné un nom. Je n'ai jamais dit à personne ce que j'avais vu. Ni à tante Monique, ni à mes parents, ni à Antoine. Je l'ai juste rangé. J'avais 12 ans et j'apprenais déjà à garder les choses pour moi. Les étés continuaient d'arriver. 13, 14, 15, 16. Chaque année, une nouvelle destination. Plage du Golfe, La Rochelle, Belle-Île-en-Mer, Saint-Malo. Ma mère postait des photos à chaque fois. Vacances en famille, créer des souvenirs. Tellement béni. Chaque album, 3 personnes. Chaque été, j'étais à Roqueville, à ranger des livres dans la librairie d'occasion et à faire semblant de ne pas m'en soucier. J'ai arrêté de faire semblant vers 14 ans. En fait, c'est l'année où j'ai vraiment arrêté de m'en soucier. Pas de manière dramatique, en claquant les portes. De manière silencieuse, de la manière où l'on réalise que les gens qui sont censés vous aimer le plus vous ont dit exactement où vous vous situez pendant 6 ans d'affilée. Et se battre ne changera pas les chiffres. Alors, on arrête de se battre. On commence à planifier. Voici la partie que je ne vous ai pas encore dite. Quand j'ai eu 16 ans, j'avais un plan. Quand j'ai eu 17 ans, j'avais un calendrier. Et le jour où j'ai traversé cette scène de lycée et serré la main du directeur, ma valise était déjà dans un casier de gare routière à 45 minutes de là. Mes parents étaient dans le public. Ils ont applaudi. Ils ont pris des photos. Ma mère en a posté une sur Facebook. Si fière de notre diplômé. Et pour la première fois en 9 ans, j'étais réellement sur la photo. J'ai souri pour l'appareil. 12 heures plus tard, j'étais parti. Mais je vais trop vite. Laissez-moi revenir en arrière et vous dire exactement comment j'ai réussi et pourquoi il a fallu 4 ans à mes parents pour me trouver. J'ai commencé à planifier mon départ en première année. Pas de manière dramatique, en écrivant un manifeste. J'avais 16 ans. J'ai juste commencé à prêter attention aux choses qui comptaient, des choses sur lesquelles mes parents n'ont jamais pensé à me poser de questions. J'ai postulé à des universités dans des régions où je n'étais jamais allé. J'ai choisi des écoles en fonction de 2 critères, la disponibilité des bourses et la distance de la Normandie. L'université de Lyon en Rhône-Alpes remplissait les 2 critères. Bourse d'études complète, à 1900 km de la porte d'entrée de mes parents. Je n'avais même jamais été à l'ouest de la Loire, mais c'était un peu le but. J'ai fait toutes les candidatures moi-même. J'ai utilisé les ordinateurs de la bibliothèque de l'école pendant la pause déjeuner. Tante Monique m'a aidé avec les essais. Elle ne savait pas pourquoi je visais des écoles si loin, mais elle n'a pas insisté. C'est ça avec Monique. Elle vous fait confiance pour lui dire quand vous êtes prêt. Je n'étais pas prêt. J'ai reçu la lettre d'acceptation en mars de ma dernière année. Bourse confirmée. Affectation de logement en juin. Je l'ai gardée dans mon casier à l'école. Mes parents n'ont jamais posé de questions sur l'université. Ils supposaient que j'irais à l'école polytechnique comme Antoine. Peut-être vivre à la maison pour économiser de l'argent. Ma mère l'a mentionné une fois au dîner. Nous devrions regarder la date limite de candidature pour Poly. Et j'ai juste dit, déjà géré.
Elle a hoché la tête et est retournée parler du nouveau poste de vendeur d'Antoine. Ce fut toute la conversation sur mon avenir. La remise des diplômes était un samedi en mai. J'avais emballé tout ce qui était important dans une seule valise en 2 semaines. Pas grand-chose à emporter, honnêtement. Vêtements, ordinateur portable, quelques livres que tante Monique m'avait donnés au fil des ans. Les 4200 € que j'avais économisés en 2 ans de travail dans un magasin de sandwich après l'école. J'ai déposé la valise à la gare routière de Rennes le matin de la remise des diplômes. J'ai acheté un billet pour le départ de 23 h. Roqueville à Rennes à Paris à Lyon. 31 h en bus. Après la cérémonie, mes parents m'ont emmené, Antoine et moi, au Buffalo Grill. Ma mère a commandé un plateau d'échantillons et a parlé de la vitesse à laquelle le temps passe. Mon père m'a donné une carte avec un billet de 100 € à l'intérieur et a dit « Fier de toi, mon grand ». Antoine était sur son téléphone tout le temps. Je les ai remerciés. Je le pensais aussi. Pas pour l'argent, mais pour avoir rendu la décision si facile. Je leur ai dit que j'allais à une fête de remise des diplômes chez un ami. Mon père m'a déposé chez un camarade de classe à 20 h. J'ai attendu 20 minutes, marché 3 pâtés de maison jusqu'à une station-service, et appelé un VTC pour la gare routière. J'ai envoyé un SMS à ma mère depuis le bus à 23 h 15. Je pars tôt pour un road trip avec des amis. Je serai absent un moment. Je t'aime. Elle a répondu avec un emoji cœur et « Amuse-toi bien, chérie ». Elle n'a pas demandé où j'allais. Elle n'a pas demandé avec qui j'étais. Elle n'a pas demandé quand je serais de retour. J'ai éteint mon téléphone quelque part à la frontière de l'Ardèche et je ne l'ai pas rallumé pendant 3 semaines. Voici ce que j'ai découvert plus tard, principalement par tante Monique, qui est devenue mon seul lien avec la famille. Semaine 1, mes parents n'ont rien remarqué d'inhabituel. Ils supposaient que j'étais parti avec des amis. Ma mère m'a envoyé 2 SMS. Une fois pour demander si j'avais pris de la crème solaire, une fois pour me rappeler un rendez-vous chez le dentiste. Quand je n'ai pas répondu, elle a pensé que j'étais occupé. Des trucs normaux. Semaine 2, mon père a appelé. Puis a rappelé, puis a appelé Antoine pour lui demander s'il avait eu de mes nouvelles. Antoine n'en avait pas eu. Mon père m'a laissé un message vocal qui disait « Salut mon grand, je prends des nouvelles. Appelle-nous ». Décontracté, pas inquiet, juste légèrement curieux de savoir où leur fils cadet était allé pendant 2 semaines. La semaine 3, ma mère a commencé à paniquer. Elle a appelé tante Monique. « As-tu eu des nouvelles de Luc ?» Monique a dit non, ce qui était vrai. Je ne lui avais pas encore dit non plus. Ma mère a appelé 3 de mes amis de lycée. Aucun d'eux ne savait rien. Elle a appelé le magasin de sandwich. Ils ont dit que j'avais démissionné 2 semaines avant la remise des diplômes. C'est là que c'est devenu réel pour eux. Mon père a appelé la police. Et voici le truc, j'avais 18 ans, légalement un adulte. Je n'avais pas commis de crime. Je n'avais pas menacé de me faire du mal. J'avais envoyé un SMS disant que je partais. L'officier a dit à mes parents très poliment que leur fils adulte semblait être parti volontairement et qu'il n'y avait rien à enquêter. Ma mère ne l'a pas bien pris. J'ai finalement appelé tante Monique environ un mois après. J'étais installé à Lyon, j'avais un travail à temps partiel dans une entreprise de saisie de données, et mon appartement était un studio qui sentait le nettoyant pour tapis, mais c'était le mien. J'ai dit à Monique où j'étais. Je lui ai demandé de ne pas le dire à mes parents. Elle est restée silencieuse longtemps. Luc, a-t-elle dit, es-tu en sécurité? Oui. Tu vas bien? Je vais mieux que je ne l'ai été depuis longtemps. Elle n'a pas discuté. Elle ne m'a pas fait la morale. Elle a juste dit, tu m'appelles tous les dimanches. Tu m'entends? Tous les dimanches. Je me fiche s'il n'y a rien à dire. J'ai tenu cette promesse tous les dimanches pendant 4 ans. Mes parents n'ont pas eu la même courtoisie. Je sais que ça semble froid. Peut-être que ça l'est. Mais j'avais passé 9 étés à être exclu de ma propre famille, et la seule personne qui avait gagné ma confiance était la femme qu'ils avaient utilisée comme entrepôt pour leur enfant incommode. Je n'ai pas donné à Pierre et Christine Dubois une adresse de réexpédition. Ma mère a traversé des étapes. Monique m'a donné les points saillants. D'abord, les appels frénétiques. Où est-il?
Que ai-je fait? Puis est venue la colère. Il est égoïste. Il nous punit. Puis est venue l'interprétation, et c'est la partie qui me touche encore. Environ 3 mois après mon départ, ma mère a commencé à dire aux gens que je voyageais. Luc prend du temps pour se trouver. Elle l'a dit à la famille élargie. Il fait un de ces trucs à travers le pays. Vous savez comment sont les jeunes. Elle a rendu ça aventureux, ambitieux, comme si je faisais du sac à dos dans les parcs nationaux au lieu d'être assis dans un studio à Lyon à manger des ramen et à m'enseigner le python. Elle a réécrit l'histoire. Ma disparition est devenue une année sabbatique. Mon absence est devenue un choix de vie. Et le meilleur, elle n'a jamais dit à personne la vérité, que son fils est parti parce qu'elle avait passé 9 ans à lui montrer qu'il ne faisait pas partie de la famille, et il avait finalement été d'accord. Mon père était plus discret à ce sujet. Monique a dit qu'il avait l'air fatigué à Noël cette année-là. Il a posé des questions sur moi une fois, et quand Monique lui a dit que j'allais bien, mais que je ne voulais pas de contact, il a juste hoché la tête et a changé de sujet. Je ne sais pas si c'est de l'acceptation ou de la lâcheté. Ça pourrait être les deux. 4 ans ont passé. J'ai obtenu mon diplôme en informatique. J'ai eu un vrai travail, ingénieur de données dans une entreprise de logistique. J'ai eu un appartement décent, une Subaru d'occasion, et une vie que j'avais construite à partir de zéro sans l'aide de personne partageant mon nom de famille. J'avais 22 ans, stable et vraiment heureux pour peut-être la première fois de ma vie. J'avais aussi rencontré Sophie. Elle était assistante vétérinaire à la clinique animale près de mon appartement. J'ai amené un chat errant que j'avais trouvé derrière la benne à ordures. Oui, je sais que c'est un cliché et non, je m'en fiche. Et c'est elle qui l'a enregistré. Elle avait des taches de rousseur et aucune patience pour les bavardages. Et à notre premier rendez-vous, elle m'a demandé pourquoi je ne parlais jamais de ma famille. Je lui ai raconté la version courte. Elle a écouté, n'a pas essayé de régler le problème, et a commandé une autre bière. C'est là que j'ai su qu'elle valait la peine d'être gardée. Alors, j'étais là, 22 ans. Nouvelle ville, nouveau travail, nouvelle relation, nouvelle vie. 4 ans de silence, 4 ans de liberté. Et puis un jeudi soir d'octobre, j'étais assis dans un box d'un restaurant du centre-ville avec Sophie et j'ai levé les yeux de mon menu et Antoine se tenait dans l'embrasure de la porte. Il portait un badge de conférence sur un cordon. Son entreprise l'avait envoyé à Lyon pour une conférence sur les ventes pharmaceutiques. De toutes les villes, de tous les restaurants, de toutes les coïncidences aléatoires, stupides, impossibles, il me regardait. Et l'expression sur son visage, ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas du soulagement. C'était de la confusion, comme s'il voyait un fantôme et essayait de savoir si les fantômes pouvaient manger des pâtes. Luc, a-t-il dit. Sophie m'a regardé. J'ai posé mon menu. Salut, Antoine. Sophie m'a dit plus tard que j'étais resté complètement immobile pendant environ 10 secondes. Elle a dit que c'était comme regarder quelqu'un changer de système d'exploitation. Antoine s'est dirigé vers notre table. Il faisait cette chose où l'on sourit, mais les yeux ne sont pas engagés. Moitié salutation, moitié excuse d'exister. Il avait bonne mine, bronzé, belle montre. Le genre de gars qui réussit bien les conférences parce que les gens aiment être autour de lui. Je n'arrive pas à croire. Depuis combien de temps? Tu habites ici, a-t-il dit, tout cela se mélangeant. Et tandis que je disais, il a regardé Sophie. Sophie m'a regardé. J'ai fait les présentations parce que j'ai été élevé par tante Monique et elle m'a appris les bonnes manières même quand elles sont gênantes. Antoine, voici Sophie. Sophie, voici mon frère. Sophie lui a serré la main et n'a pas sourcillé. Je lui avais parlé d'Antoine. Elle connaissait toute l'histoire, mais elle a aussi compris instinctivement que ce n'était pas son moment de réagir. Elle a juste dit « enchanté » et a siroté son eau. Antoine est resté là un instant de trop, puis a dit « on peut parler ?» Pas maintenant, mais peut-être. Tu es libre demain. Chaque instinct me disait de dire non. 4 ans de distance soigneusement construite, 4 ans de paix, 4 ans de ne pas avoir à jouer le rôle du deuxième fils reconnaissant. Tout cela était dans ma poitrine comme un poing. Mais j'ai regardé Antoine et j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas. Il avait l'air secoué. Pas ostensiblement secoué. Genouille ébranlé. Demain, c'est bon, ai-je dit.
Il y a un café sur la rue du 8. Le café des artistes. J'y serai à 10 heures. Il a hoché la tête environ 4 fois de trop et est parti. Sophie a attendu qu'il soit sorti avant de dire quoi que ce soit. Tu vas bien? Honnêtement, aucune idée. Elle a tendu la main sur la table et a volé une de mes frites. Eh bien, quand tu auras trouvé, fais-le-moi savoir. Antoine est arrivé au café des artistes le lendemain matin, 15 minutes en avance. Je le sais parce que je regardais d'en face. Vieilles habitudes. Je suis entré à exactement 10 heures et me suis assis en face de lui. Il m'avait déjà commandé un café noir, ce qui était soit une bonne supposition, soit quelque chose dont il se souvenait réellement de moi. Je n'ai pas demandé lequel. Pendant les premières minutes, nous avons parlé de rien. Son travail, la conférence, à quel point le temps lyonnais est étrange en octobre. Nous tournions autour de la chose qu'aucun de nous ne voulait dire en premier. Finalement, il a posé ses mains à plat sur la table et l'a dit. « Luc, pourquoi es-tu parti ? » Et c'est là que je dois être honnête avec vous, parce que j'ai passé des années à revoir cette conversation dans ma tête, et je ne sais toujours pas si je l'ai bien gérée. J'aurais pu lui donner la réponse diplomatique, la propre. J'avais juste besoin d'espace. J'aurais pu maintenir le mur, ne rien lui donner, protéger la vie que j'avais construite en refusant de laisser quiconque de mon ancienne vie la toucher. Mais quelque chose dans la façon dont il a demandé, pas accusateur, pas blessé, juste véritablement déconcerté, m'a fait réaliser quelque chose que je n'avais pas considéré. Antoine ne savait pas. Pas vraiment. Pas comme moi. Il avait grandi dans la même maison, mangé à la même table, roulé dans la même voiture, et d'une manière ou d'une autre, il n'avait jamais regardé dans le rétroviseur et remarqué le siège vide. Alors, je lui ai dit clairement, sans drame, sans discours. Je lui ai parlé des étés, 9 d'entre eux. Je lui ai parlé d'être déposé chez tante Monique chaque juin pendant qu'il chargeait la voiture pour la plage. Je lui ai parlé des photos Facebook, voyage en famille à Cap Émeraude, 36 photos, 3 personnes. Je lui ai parlé du SMS de remise des diplômes et de la gare routière et des 31 heures en bus vers un département où personne ne connaissait mon nom. Antoine m'a regardé comme on regarde quelqu'un qui vient de dire que le ciel était vert tout ce temps et qu'on n'avait jamais levé les yeux. Je pensais que tu aimais aller chez tante Monique. Il a dit. J'ai laissé cette phrase flotter un instant. Oui. Mais aimer l'endroit où j'étais envoyé ne veut pas dire que j'aimais être envoyé. Il est resté silencieux longtemps. Puis il a dit, ils ont dit à tout le monde que tu voyageais. Je sais. Comme ils ont dit à grand-mère que tu faisais une sorte d'année sabbatique. Maman a fait en sorte que ça sonne cool. Elle a dit que tu te cherchais. Oui. Elle a trouvé une histoire qui la mettait en valeur et elle a foncé. C'est un peu sa spécialité. Antoine s'est frotté le visage avec les 2 mains. Je ne savais pas, Luc. Je jure que je ne savais pas que c'était comme ça pour toi. Je l'ai cru. C'est la pire partie. Il ne mentait pas. Il était juste l'enfant qui avait toujours été dans la voiture et il ne lui était jamais venu à l'esprit de demander pourquoi je n'y étais pas. Nous avons parlé pendant une autre heure. Il m'a dit que nos parents étaient les mêmes. Papa travaillant, maman contrôlant le calendrier social de la famille. Même maison, même routine. Il a dit, maman posait moins souvent de questions sur moi maintenant, mais devenait toujours tendue quand quelqu'un en parlait. Il a dit, papa buvait un peu plus qu'avant. Avant de partir, Antoine a demandé s'il pouvait leur dire où j'étais. J'ai dit, non. Il avait l'air de vouloir argumenter, mais ne l'a pas fait. Puis-je au moins leur dire que tu vas bien, a-t-il demandé. J'y ai réfléchi. Oui, tu peux leur dire ça. Il est retourné en Normandie ce dimanche-là et pendant environ 2 semaines rien ne s'est passé. Je suis retourné au travail, à ma vie, à la routine confortable d'être quelqu'un sans famille compliquée. Sophie et moi n'en avons pas beaucoup parlé. Elle a compris que je traitais l'information et elle m'a laissé de l'espace. Puis tante Monique a appelé. C'était un dimanche, notre appel régulier, et sa voix était différente. Pas inquiète, exactement. Prudente, comme si elle choisissait chaque mot avant de le dire. Ton frère est venu me voir, a-t-elle dit. Je me doutais qu'il le ferait. Il est contrarié, Luc. Pas contre toi, contre lui-même. Contre tes parents.
Il est passé à la librairie et est resté assis dans le coin lecture pendant 2 heures. J'ai dû fermer autour de lui. J'ai souri à cela. Antoine a toujours été dramatique sans le vouloir. Il n'a pas dit à tes parents où tu es, a-t-elle continué. Mais il leur a dit qu'il t'avait vu et que tu allais bien. Et ta mère réagit. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'elle planifie un dîner de Thanksgiving et invite toute la famille. Grand-mère Jeanne, ton oncle Paul, les cousins, tout le monde. Elle veut le faire chez moi parce qu'elle dit que c'est un terrain neutre. Elle dit qu'elle veut que toute la famille soit réunie. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Elle veut contrôler le récit. Elle veut jouer le rôle de la bonne mère devant un public. Oui. Tante Monique n'a jamais été subtile sur ce qu'elle ressentait envers sa sœur. C'est une de mes choses préférées chez elle. Il y a autre chose, a dit Monique. Et sa voix a changé à nouveau. Plus basse, plus ferme, comme elle le devient quand elle est sur le point de dire quelque chose qu'elle a gardé longtemps. Quand tu avais 10 ans, ta mère m'a appelé et m'a demandé si je serais prête à t'adopter formellement, légalement. La pièce est devenue très silencieuse. J'entendais le bourdonnement de mon réfrigérateur, le chien du voisin. Le tic-tac de l'horloge que Sophie avait acheté dans une friperie parce qu'elle disait que mon appartement était trop silencieux. Elle a dit, quoi? Elle a dit que ce serait plus facile pour tout le monde. Tu passais déjà les étés avec moi. Elle a dit qu'Antoine avait besoin de cohérence et qu'avoir 2 enfants avec des besoins différents rendait plus difficile de lui donner la structure qu'il exigeait. Elle a présenté ça comme si elle te rendait service, comme si je recevais un cadeau. Que as-tu dit? J'ai dit non. Je lui ai dit qu'elle était sa mère et qu'elle n'avait pas à le confier parce que c'était gênant. Je lui ai dit que si elle en parlait à nouveau, je le dirais à ton père. Papa savait? Honnêtement, je ne sais pas, Luc, mais je n'ai jamais été sûr qu'il ne le savait pas. Je suis resté avec ça longtemps après avoir raccroché. 10 ans. Ma mère avait regardé ses 2 fils et décidé qu'elle voulait un remboursement sur l'un d'eux. Et la seule chose qui l'a arrêté, c'est tante Monique qui a refusé d'être le reçu. J'ai rappelé Monique cette nuit-là. Je viendrai à Thanksgiving, ai-je dit. Tu es sûr? Oui, mais je ne viens pas pour me réconcilier. Elle a marqué une pause. Alors pourquoi viens-tu? Parce qu'elle raconte sa version de cette histoire depuis 4 ans. Je pense qu'il est temps que tout le monde entende la mienne. J'ai pris l'avion pour Rockville le mercredi avant Thanksgiving. Sophie a proposé de venir. Je lui ai dit que c'était quelque chose que je devais faire seule et elle a compris, mais elle m'a aussi fait promettre de l'appeler ce soir-là, quoi qu'il arrive. J'ai réservé un hôtel près de l'aéroport. Je ne voulais pas rester chez tante Monique parce que c'est là que le dîner avait lieu et j'avais besoin d'un espace qui était entièrement le mien. Monique est venue me chercher à l'aéroport. Elle avait l'air la même. Cheveux argentés qu'elle refuse de teindre. Lunettes de lecture poussées sur sa tête. Une chemise en flanelle probablement plus vieille que moi. Elle m'a serré dans ses bras longtemps dans la zone des arrivées et n'a rien dit jusqu'à ce que nous soyons en voiture. Ta mère cuisine depuis lundi, a-t-elle dit. Bien sûr. Elle a fait un plan de table. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Un plan de table pour Thanksgiving. Des marque-places. Elle est allée à un magasin d'artisanat. Monique m'a regardé. Elle t'a mis à côté d'elle. Naturellement, nous avons traversé Rockville, devant la librairie, devant l'école primaire. L'école que je n'ai jamais fréquentée mais pour laquelle je ressentais une certaine nostalgie. Monique m'a informé de la liste des invités. Grand-mère Jeanne, 79 ans, toujours aussi vive. Oncle Paul, le frère de mon père, et sa femme Claire, leurs 2 enfants, mes cousins Rémi et Léo. Antoine, mes parents et moi. Tout le monde sait que je viens, ai-je demandé. Ta mère l'a annoncé comme si elle révélait une grossesse. Elle a appelé tout le monde individuellement. Elle a dit à grand-mère Jeanne que tu étais partie à l'étranger et que tu rentrais enfin à la maison. À l'étranger? Maman, je n'ai jamais quitté le pays. Je suis au courant. J'ai passé le mercredi soir dans ma chambre d'hôtel à revoir ce que je voulais dire, sans écrire de discours. Je ne suis pas si organisé pour les choses émotionnelles. Et d'ailleurs, les moments scénarisés sonnent toujours faux. Mais je voulais être clair. Je voulais être factuel.
Et je voulais m'assurer qu'une fois que j'aurais fini, il n'y aurait plus de version de l'histoire qui ferait passer Christine Dubois pour la mère aimante qu'elle jouait depuis 4 ans. Sophie l'a appelée 9 ans. Comment tu te sens? Comme si j'étais sur le point d'entrer dans une salle d'audience où le juge, le jury et le défendeur sont tous la même personne. Ça fait très série d'avocats. J'ai regardé beaucoup de drames juridiques seul dans cette chambre d'hôtel. Luc. Oui. Quoi qu'il arrive demain, tu as déjà fait le plus dur. Tu as construit une vie sans eux. C'est juste le reçu. Elle est douée pour ça. Trouvez la phrase qui fait tout comprendre. Je me suis couché à 22h30 et j'ai dormi mieux que prévu. Le matin de Thanksgiving. La maison de Monique sentait comme si un catalogue Fauchon avait explosé. Ma mère était là depuis 7h du matin. Apparemment, elle avait réquisitionné la cuisine comme un général 4 étoiles en tablier. Quand je suis entré par la porte d'entrée à midi, elle arrangeait de la sauce au canneberge dans un bol en cristal que je suis presque sûr qu'elle avait apporté de chez elle. Elle s'est retournée et m'a vu. Et juste une seconde, peut-être une demi-seconde, j'ai vu son visage avant qu'elle ne joue la comédie. Ce n'était pas de la chaleur. Ce n'était pas du soulagement. C'était du calcul. Elle calculait comment cette scène devait se présenter. Puis elle a souri. Luc. Elle a traversé la cuisine et m'a serré dans ses bras. C'était une bonne étreinte. Techniquement ferme, chaleureuse, de durée appropriée, mais cela ressemblait à une poignée de main déguisée. Salut, maman. Regarde-toi. Tu as tellement grandi. Il n'a pas l'air super? Elle a dit cela à tante Monique, qui se tenait dans l'embrasure de la porte les bras croisés. Il a l'air super depuis des années, Christine, a dit Monique. Ma mère a choisi de ne pas entendre cela. Elle m'a conduit dans le salon où mon père était assis dans un fauteuil, faisant semblant de regarder le football. Il s'est levé quand il m'a vu. Sa poignée de main était plus ferme que je ne m'en souvenais, et il l'a tenue un instant de trop. Content de te voir, mon grand. Toi aussi, papa. C'était tout. C'était l'étendue complète de nos retrouvailles. Pas de larmes, pas de grands discours, pas d'étreinte dramatique. Juste deux hommes qui ne savaient pas comment se parler, debout dans un salon pendant qu'un match de football jouait en sourdine. Antoine est arrivé vers 13h avec une bouteille de vin qui était clairement trop chère pour Thanksgiving, ce qui est la chose la plus, Antoine, imaginable. Il m'a serré dans ses bras, une vraie étreinte, pas la poignée de main de politicien que ma mère avait faite et a murmuré, « Tu vas bien ? Demande-moi dans 3 heures. » La famille élargie est arrivée au cours de l'heure suivante. Grand-mère Jeanne m'a embrassé sur les 2 joues et a dit, « Enfin de retour de tes voyages, j'entends. » Elle m'a jeté un regard qui suggérait qu'elle ne croyait pas entièrement à l'histoire, mais qu'elle était trop polie pour le dire chez quelqu'un d'autre. Oncle Paul m'a tapoté l'épaule et m'a dit que j'avais l'air de m'être trouvé, quoi que cela signifie. Ses enfants, Rémi et Léo, étaient amicaux, mais distants. Nous n'avions jamais été proches, et 4 ans d'absence n'avaient pas aidé. Tout le monde s'est installé. Ma mère a orchestré la pièce comme une directrice de scène. Elle a placé les gens à des sièges spécifiques. Elle a arrangé le centre de table 3 fois. Elle a offert des boissons dans un ordre particulier que je soupçonne d'avoir été conçu pour maintenir la conversation dans la direction qu'elle voulait. Et pendant tout cela, elle n'a cessé de me toucher. Une main sur mon épaule quand elle passait. Un léger serrement de mon bras quand elle me présentait à la nouvelle petite amie de quelqu'un, comme si elle prouvait que j'étais réel, comme si elle démontrait une propriété. Mon père était assis à l'extrémité de la table et buvait un bourbon. Il n'était pas ivre, mais il y travaillait. Il ne m'avait pas regardé directement depuis le salon. Chaque fois que ma mère disait quelque chose sur le fait d'avoir la famille réunie, sa mâchoire se serrait légèrement, comme s'il mordait quelque chose qu'il ne voulait pas dire. J'étais calme. Étrangement, vraiment calme. La colère que je m'attendais à ressentir n'était pas là. Ce que je ressentais à la place, c'était de la clarté. Assis à cette table, regardant ma mère jouer, regardant mon père éviter, regardant Antoine essayer de tout maintenir avec des bavardages et du vin cher, j'ai vu toute la machine. J'ai compris exactement comment cela fonctionnait et exactement quel boulon j'allais retirer. Le repas lui-même était objectivement excellent. Ma mère est une bonne cuisinière. Je lui accorderai cela. Dinde, farce maison, 3 sortes de tartes.
Elle a fait une purée de patates douces à partir d'une recette que grand-mère Jeanne lui avait donnée, et grand-mère l'a complimentée 2 fois, ce qui était clairement le point culminant émotionnel de l'année de ma mère. La conversation est restée sur pendant la majeure partie du repas. Emploi, météo, les fiançailles d'un cousin, l'opération du genou de grand-mère. Antoine a mené la majeure partie de la conversation, racontant des histoires sur des clients et des conférences avec le charme facile de quelqu'un qui vend des choses pour vivre. Oncle Paul a parlé de son bateau. Claire a montré des photos de son jardin. Personne ne m'a posé de questions sur Lyon. Personne ne m'a posé de questions sur mon travail, mon appartement, ma vie. Ma mère avait apparemment briefé tout le monde pour garder les choses légères. Profitons juste d'être ensemble. J'imaginais qu'elle disait, ne parlez de rien de lourd. Le dessert est arrivé, le café a été versé, puis ma mère s'est levée. Elle a tenu son verre de vin comme si elle recevait un prix. Je veux juste dire quelque chose, a-t-elle dit, et la table est devenue silencieuse. Cette année, je suis reconnaissante pour la famille, pour vous tous d'être ici, et surtout. Elle m'a regardé. Ses yeux brillaient. Surtout pour avoir ma famille entière réunie à nouveau, mes 2 garçons sous un même toit. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Elle était bonne. Je lui accorderai cela. La fêlure dans sa voix, le léger tremblement du verre. Si je n'avais pas grandi en la regardant jouer, j'aurais pu le croire. Oncle Paul a levé son verre. Antoine a levé le sien. Grand-mère Jeanne a souri. J'ai posé ma serviette sur la table et me suis levé. En fait, ai-je dit, j'aimerais dire quelque chose aussi. La pièce s'est recalibrée. Le sourire de ma mère est resté en place, mais ses yeux sont devenus froids. Elle n'avait pas prévu cela. Je n'étais pas dans le script. Antoine m'a regardé avec une expression que je décrirai plus tard à Sophie comme celle d'un homme regardant quelqu'un retirer la goupille d'une grenade dans une très jolie salle à manger. J'ai regardé autour de la table. Grand-mère Jeanne, oncle Paul, Claire, Rémi et Léo, Antoine, mon père, qui avait enfin levé les yeux de son bourbon, et ma mère toujours debout, tenant toujours son verre de vin, souriant toujours. Il y a une version de cette histoire, ai-je dit, que la plupart d'entre vous ont entendue. Celle où j'ai obtenu mon diplôme et suis parti voyager. Me suis trouvé, j'ai pris une année sabbatique qui a duré un peu plus longtemps que prévu. J'ai marqué une pause. Cette histoire n'est pas vraie. Et je pense qu'il est temps que vous entendiez ce qui s'est réellement passé. Personne n'a bougé. Ma mère s'est assise lentement comme si la chaise était la seule chose qui la maintenait debout. Je suis resté debout, pas pour le drame. Je ne suis pas fait pour le drame, mais parce que je voulais que tout le monde puisse voir mon visage quand je le disais. Je voulais qu'ils sachent que je disais la vérité. Pendant 9 ans, ai-je dit. Chaque été, de mes 8 ans à mes 16 ans, mes parents me déposaient chez tante Monique pour qu'ils puissent partir en vacances en famille sans moi. La fourchette de grand-mère Jeanne s'est arrêtée à mi-chemin de son assiette. Plage de la Lavande, Côte des Dunes, Cap Émeraude, plage du Golfe, La Rochelle, Belle-Île-en-Mer, Saint-Malo. Chaque été un nouveau voyage. Chaque été, 3 personnes dans la voiture. Antoine et mes parents. Je restais derrière. Oncle Paul a jeté un coup d'œil à mon père. Mon père regardait la table. Je ne savais pas pendant les premières années. J'étais un enfant. Je pensais qu'il y avait une raison pour laquelle je ne pouvais pas y aller. Quand j'avais 12 ans, j'ai trouvé les photos Facebook de ma mère. Un album intitulé Voyage en famille à Cap Émeraude. 36 photos, 3 personnes, 0 explication. Ma mère a ouvert la bouche. J'ai continué. Je n'ai jamais rien dit. Je ne me suis jamais plaint. Je n'ai jamais demandé à y aller parce qu'au moment où je l'ai compris, je savais déjà que demander ne changerait rien. La décision avait déjà été prise. Antoine avait besoin d'attention. Antoine avait besoin de structure. Antoine avait besoin des voyages. J'avais besoin de la chambre d'amis de tante Monique. Antoine regardait ses mains. Son vin restait intact. Le jour où j'ai obtenu mon diplôme de lycée, j'avais une valise dans un casier de gare routière. Je suis parti cette nuit-là. J'ai déménagé à Lyon. J'ai financé mes études universitaires avec une bourse. J'ai demandé un prêt. J'ai eu un travail, un appartement, j'ai construit une vie. Personne ne m'a aidé. Personne de cette table ne savait même où j'étais.
J'ai laissé cela s'imprégner. Je ne me pressais pas. Pendant 4 ans, je n'avais rien dit. Et maintenant j'avais une pièce pleine de gens qui allaient tout entendre. Et pendant que j'étais parti, ai-je continué. Ma mère vous a tous dit que je voyageais, que je me cherchais, que je prenais une année sabbatique. J'ai regardé grand-mère Jeanne. Vous a-t-elle dit que j'étais à l'étranger? Le visage de grand-mère était devenu tendu. Elle a hoché la tête une fois. Je n'ai jamais quitté le pays. J'étais à Lyon, en Rhône-Alpes, travaillant dans la saisie de données et mangeant des ramen dans un studio. Je ne me cherchais pas. Je m'étais déjà trouvé. J'avais juste besoin de m'éloigner des gens qui n'ont jamais pris la peine de regarder. Luc, la voix de ma mère était tendue. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Quand était le moment, maman? Quand était l'endroit? Parce que j'ai passé 9 étés à attendre que tu en choisisses un, et tu ne l'as jamais fait. Elle a fermé la bouche. Ses mains tremblaient. Pas de culpabilité. Je connaissais assez bien ma mère pour faire la différence. Elle tremblait parce que la pièce regardait et que la pièce était le seul public dont elle s'était jamais souciée. Il y a encore une chose, ai-je dit. Quand j'avais 10 ans, ma mère a appelé tante Monique et lui a demandé de m'adopter. Cela a eu un impact différent. La tête d'oncle Paul s'est tournée brusquement. Claire a mis sa main sur sa bouche. Même Antoine a levé les yeux. Elle a dit que ce serait plus facile. Elle a dit qu'avoir 2 enfants avec des besoins différents était trop difficile. Elle voulait que Monique me prenne définitivement afin qu'elle puisse se concentrer sur Antoine. Monique a dit non. J'ai regardé tante Monique. Elle était assise à l'extrémité de la table, les mains jointes, son expression calme. Elle savait que ce moment allait arriver. Elle m'a fait le plus petit des hochements de tête. Monique est la raison pour laquelle j'ai encore un lien avec cette famille. Elle est la raison pour laquelle je sais cuisiner, lire, m'asseoir avec quelqu'un sans avoir besoin de briser le silence. Elle a fait le travail que tu as abandonné, maman. Et elle l'a fait sans jamais me faire sentir que j'étais un fardeau. Ma mère pleurait maintenant, de vraies larmes, ce qui m'a surpris. Mais la première chose qu'elle a dite a confirmé que les larmes n'étaient pas à mon sujet. Tu me fais paraître terrible devant tout le monde, a-t-elle dit. La pièce a absorbé cette phrase comme une éponge absorbant l'eau de Javel. Même mon père a tressailli. Christine, a dit grand-mère Jeanne doucement. Elle n'a rien ajouté. Elle n'avait pas besoin de le faire. Le nom seul portait 30 ans d'autorité maternelle. Et le visage de ma grand-mère disait tout ce que sa voix ne disait pas. Oncle Paul s'est penché en avant. Pierre, tu savais pour l'adoption? Mon père avait l'air d'un homme qui espérait que le sol allait s'ouvrir. Il s'est frotté le visage d'une main. Monique l'a mentionné une fois. Je pensais qu'elle exagérait. Je n'ai jamais rien exagéré de ma vie, Pierre. Et tu le sais, a dit Monique. Mon père n'a pas répondu. Il est resté assis là, diminué, tenant son verre de bourbon vide comme si cela pouvait le sauver d'avoir à parler. Antoine a parlé ensuite. Sa voix était rauque. Je ne savais rien de tout ça. J'aurais dû et je ne savais pas. Et je suis désolé. J'ai regardé mon frère. Je te crois, Antoine. Ce n'est pas ta faute. Tu étais un enfant. Toi aussi. Oui, je l'étais. Le silence après cela a été long. Rémi et Léo avaient l'air de vouloir être ailleurs. Grand-mère Jeanne regardait ma mère avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ni colère, ni déception, quelque chose de plus ancien que les deux. Je me suis assis. Ma mère est allée à la cuisine et n'est pas revenue pendant 20 minutes. Quand elle l'a fait, son maquillage était refait. Elle a commencé à débarrasser les assiettes sans regarder personne. Le repas était terminé à tous égards importants. J'ai quitté la maison de tante Monique vers 19h. Antoine m'a accompagné jusqu'à ma voiture de location. Nous sommes restés dans l'allée dans le froid, respirant l'air visible, sans parler. Puis il a dit, que se passe-t-il maintenant? Je retourne à Lyon. Tu retournes en Normandie. Nous verrons le reste au fur et à mesure. Je peux t'appeler. Oui, tu peux m'appeler. Il m'a serré dans ses bras. C'était maladroit et sincère et environ 3 secondes plus longtemps que ce que l'un de nous était à l'aise. Puis il est retourné à l'intérieur et j'ai conduit jusqu'à mon hôtel et j'ai appelé Sophie.
Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé. Je crois que je viens de faire exploser un secret de famille de 20 ans au dîner de Thanksgiving. Bien. La dinde était au moins décente. Elle était en fait très bonne. Typique. C'était il y a 5 mois. Voici où tout a atterri. Ma mère ne m'a pas parlé directement depuis Thanksgiving. Elle a beaucoup parlé de moi. Monique dit que Christine a fait une tournée de réhabilitation de sa réputation, disant aux gens que j'avais dit des choses blessantes et que j'avais eu du mal à m'adapter. Elle ne nie plus les faits. Elle les recadre juste. La parentalité est compliquée. Nous avons toujours aimé nos 2 garçons également. Elle ne s'est pas excusée. Je ne pense pas qu'elle le fera. J'ai fait la paix avec ça. Mon père m'a envoyé une lettre, manuscrite, ce à quoi je ne m'attendais pas. La majeure partie parlait du temps et de son travail, ce qui est si parfaitement Pierre Dubois que j'ai presque ri. Mais à la fin, il a écrit, je savais que ce n'était pas juste. J'aurais dû dire quelque chose. Je n'ai pas de bonne raison pour laquelle je ne l'ai pas fait. Je suis désolé. Ce n'est pas assez, mais c'est plus que ce à quoi je m'attendais, et je choisis de lui laisser un sens. Antoine et moi parlons toutes les 2 semaines. Ce n'est pas la fraternité que l'on voit dans les films. Nous ne planifions pas de sortie de pêche, mais c'est réel. Il appelle. Je réponds. Le mois dernier, il m'a dit qu'il avait confronté notre mère à propos de l'adoption, et elle l'a nié. Et il lui a dit que tante Monique ne mentait pas. Elle lui a raccroché au nez. Elle finira par se calmer, a dit Antoine. Peut-être, ai-je dit, mais je n'attends pas. Grand-mère Jeanne m'appelle toutes les 2 semaines maintenant. Elle m'envoie des cartes avec des billets de 20 € à l'intérieur, ce qui est la chose la plus « grand-mère » de la planète, et j'adore ça. Monique et Monique. Elle appelle le dimanche. Elle a eu un nouveau chat à la librairie, une calico qu'elle a nommée Cluedo parce qu'elle pense que nommer les chats d'après des jeux de société est maintenant une tradition. Elle est venue me rendre visite à Lyon le mois dernier, et quand Sophie l'a emmenée voir la Saône, Monique a dit que c'était bien, mais pas Roqueville, ce qui est le plus grand compliment qu'elle donne à tout endroit qui n'est pas le sien. Quant à moi, j'ai 26 ans. Je vis à Lyon avec une femme qui me vole mes frites et me remet en question quand je me défile. J'ai un travail où je suis bon. J'ai acheté une plante, ce que Sophie dit signifier que je mûris émotionnellement. J'ai passé 9 étés à me faire dire de toutes les manières sauf les mots que je ne faisais pas partie de la famille. Et pendant longtemps, je l'ai cru. J'ai construit des murs. J'ai traversé des frontières régionales. J'ai coupé chaque fil qui me reliait aux gens qui me faisaient me sentir comme un intrus. Mais voici ce que je sais maintenant. Les gens qui vous envoient loin ne décident pas où vous atterrissez. Ils n'écrivent pas la fin. J'ai choisi la mienne. C'est plus calme que ce qu'ils auraient écrit pour moi. Pas de grande vengeance, pas de réconciliation en larmes, pas de moment hollywoodien où ma mère tombe à genoux et implore le pardon. Juste un gars à Lyon avec un bon travail, une super petite amie, une tante qui appelle le dimanche, et un frère qui apprend à regarder dans le rétroviseur. Je ne suis plus en colère. Je ne suis même plus triste. Je suis juste finalement complètement